Bienvenue. Et si les grands défis de notre époque, s'ils n'étaient en fait que des échos d'histoires très anciennes? Aujourd'hui, on va plonger dans cette idée fascinante. Comment des récits qui ont des milliers d'années peuvent nous servir de miroir pour mieux comprendre le monde et peut-être surtout pour mieux se comprendre soi-même. Alors, voilà notre parcours. On va commencer avec cette notion d'éternel recommencement, puis on essaiera d'identifier nos géants modernes. Ensuite, on explorera cette belle métaphore de l'arche intérieure et de sa ménagerie, pour finir avec quelques clés pour naviguer les tempêtes de la vie. Allez, on commence tout de suite avec notre premier thème, l'idée que tout, que ce soit dans l'histoire avec un grand H ou dans nos vies personnelles, ne serait finalement qu'une question de cycle. Rien de nouveau sous le soleil, on connaît tous cette phrase de l'Ecclésiaste. Elle pose une idée qui est à la fois toute simple et incroyablement profonde. Les expériences humaines fondamentales, que ce soit la joie, la peine, l'amour, la perte, tout ça se répète à l'infini. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et attention, ce n'est pas juste une idée isolée, loin de là. On la retrouve absolument partout, sous différentes formes, du Kali Yoga dans la tradition hindoue à la roue du samsara dans le bouddhisme. C'est comme une intuition universelle que l'humanité est amenée à revivre encore et encore les mêmes grands schémas. Alors là, on a une expression hébraïque qui est fascinante. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suggère que les récits du passé, ce ne sont pas juste de vieilles histoires pour s'endormir. Non, ce sont des modèles, des archétypes qui continuent d'agir en nous. D'une certaine manière, les choix de nos ancêtres dessinent encore les contours de notre présent. Bon, alors comment ces schémas anciens se manifestent aujourd'hui? Autrement dit, qui sont les géants de notre époque? C'est un sentiment qu'on connaît tous, non? Cette impression d'être tout petit, un peu impuissant, face à des systèmes économiques, technologiques, sociaux, qui nous semblent immenses, écrasants. On se sent facilement dépassé, comme le pot de terre contre le pot de fer. Et là, le parallèle est assez bluffant en fait. Les géants de la Bible, ces créatures surpuissantes, ils ont leurs équivalents modernes. Évidemment, ce ne sont plus des êtres de chair et de sang. Non, nos géants, ce sont des systèmes. L'hyperconsommation, la finance mondialisée, la technologie omniprésente. C'est toute cette culture de l'hyper, de l'excès, qui semble tout emporter sur son passage. Alors, face à ces géants, face à ce sentiment d'être submergé, on fait quoi? La réponse, en fait, elle ne se trouve peut-être pas à l'extérieur. Et c'est là qu'on bascule vers une solution qui est purement intérieure. Prenez l'histoire du grand déluge, dans le récit de Noé. Ce n'est pas qu'une simple histoire de catastrophe climatique, c'est surtout une métaphore incroyablement puissante de ces moments où l'on se sent complètement submergé par les défis et les pressions du monde moderne. Mais voilà, après le déluge, il y a une promesse. L'arc-en-ciel symbolise qu'il n'y aura plus de destruction totale. Par contre, ça n'exclut pas ce qu'on pourrait appeler des petits déluges, des avertissements personnels, des tempêtes que la vie nous envoie. Et c'est là que l'idée devient vraiment puissante. L'arche de Noé. L'arche, c'est nous. C'est notre propre conscience. C'est cet espace intérieur, ce sanctuaire personnel qu'il faut apprendre à construire, à solidifier, pour ne pas être emporté par les vagues. C'est notre refuge. Ce verset du psaume 46 vient vraiment appuyer cette idée. Il nous rappelle que la véritable sécurité, la véritable force, elle ne se trouve pas à l'extérieur, dans des choses matérielles, mais bien dans la solidité de ce refuge intérieur, cette capacité à rester stable, même quand tout semble s'effondrer. D'accord. Si on est l'arche, la question logique c'est qu'est-ce qu'on transporte à l'intérieur? C'est le moment d'explorer les animaux qui peuplent notre conscience. La métaphore se poursuit, et elle est géniale. Chaque trait de notre personnalité, nos passions, nos peurs, nos qualités, nos défauts, tout ça, ce sont les animaux qui sont embarqués avec nous sur l'arche. Ils font partie du voyage et il va falloir apprendre à cohabiter avec toute cette ménagerie. Et regardez, c'est ça qui est intéressant. Chaque force en nous a une double facette. Prenez le lion par exemple. Il peut représenter la colère destructrice, l'ego, mais aussi le courage royal, le maître intérieur. Le renard, ça peut être la ruse malhonnête, mais c'est aussi l'intelligence vive. Et puis, bien sûr, il y a l'agneau pour la douceur, l'aigle pour la vision, la hauteur de vue. C'est exactement ce que suggère cette interprétation d'Annick de Souzenel. Le but n'est pas de tuer le lion de la colère en nous, non. Le but, c'est de l'apprivoiser pour qu'il devienne un guide, une source d'énergie plutôt qu'un destructeur. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, au quotidien, on en fait quoi? Cette dernière partie, c'est justement pour voir comment mettre en pratique ces idées. En fait, tous ces géants modernes, tous ces petits déluges, ce ne sont pas que des menaces. Chaque crise, chaque pression, chaque difficulté est en réalité une invitation. C'est une opportunité de consolider notre arche, de mieux se connaître et de se renforcer de l'intérieur.
le principe fondamental, il est vraiment là. Un défaut, c'est souvent juste une qualité qui est mal orientée, une énergie mal utilisée. L'objectif, ce n'est donc pas de réprimer ou d'éliminer nos forces intérieures, mais de les transmuter, c'est-à-dire de transformer leur énergie brute en une force consciente, guidée avec sagesse. Alors comment on fait? En gros, c'est un chemin en 3 temps. D'abord, simplement s'observer, apprendre à connaître sa ménagerie intérieure sans juger. Ensuite, essayer de reconnaître les schémas, les cycles qui se répètent dans sa vie. Et enfin, travailler activement à transformer ces énergies latentes en de véritables qualités conscientes. Et on termine sur cette question juste pour laisser mûrir la réflexion. Une invitation à penser à sa propre ménagerie intérieure. Quelles sont les forces qui nous animent? Quels sont nos lions, nos renards, nos agneaux? Et comment apprendre à les guider tous ensemble, avec plus de conscience et de sagesse? Voilà, la question est posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.